bien dans son job et j'ai envie de dire bien dans sa paternité, puisqu'on va parler des papas. Alors ils sont salariés, mais ils sont aussi pères de famille. On en parle avec Sabrina Tancrel. Bonjour Sabrina. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse ou enseignant-chercheur, c'est comme vous voulez, en gestion des ressources humaines et développement personnel à l'EM Normandie. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans notre émission de cette évolution de la manière dont se comporte un père à l'égard de son enfant. Il y a une trentaine d'années, nos parents, nos grands-parents, les papas travaillaient, ne s'occupaient pas des enfants. Il y a une réelle évolution en la matière. Aujourd'hui, le papa s'implique j'allais dire, a presque des revendications aussi pour dégager du temps, organiser sa vie. On est d'accord? Oui, tout à fait. En fait, la question du père et des nouveaux pères et de la place du papa a beaucoup évolué ces 2 dernières générations. On a des chiffres qui montrent en effet que plus de 85% des pères aujourd'hui s'inscrivent aussi dans une rupture par rapport à la paternité qu'exerçait leur propre père. Et donc, ils veulent effectivement... Prendre leur place. Oui, exactement. Prendre leur place, avoir une paternité beaucoup plus proche de leurs enfants, beaucoup plus investie, beaucoup plus engagée. Et donc aussi avoir davantage de temps à consacrer à leurs enfants. Il y a un petit signe comme ça qui ne trompe pas, je l'ai fait moi-même, c'est quand on va à la rentrée des classes, on voit le nombre de parents et de papas, et j'ai été surpris moi-même de voir qu'il y avait autant de papas. Oui. C'est quand même alors ce sont des symboles, évidemment, ils ne viennent pas forcément tous les jours, mais ils veulent marquer cette étape importante qu'est la journée de rentrée des enfants. Ça dit quelque chose, ça, de notre société. C'est quoi? On a fini sur l'espèce de rapport de la virilité du père qui travaille et qui ramène l'argent, et puis la maman qui s'occupe des enfants. Alors, il y a une évolution, évidemment, de la société, parce que les femmes, depuis quand même plus de 50 ans, ont investi le marché de l'emploi. Et donc, ça a évidemment ébranlé, entre guillemets, ce qu'on appelle en sociologie la division sexuée du travail, c'est-à-dire la sphère professionnelle qui serait dédiée plutôt à l'homme et la sphère domestique et familiale qui serait l'apanage des femmes. Et effectivement, ces évolutions sociétales, elles ont un impact sur la répartition des responsabilités. Donc, effectivement, c'est à la fois la division sexuée du travail qui explose ces dernières années, mais il y a aussi de réelles revendications de la part des pères qui veulent exercer une paternité engagée. Revendication, c'est quoi? Ils vont voir leur RH et leur disent, écoutez, moi j'ai besoin de m'organiser le soir, j'ai besoin de pouvoir faire du télétravail, parce que qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui, les pères? Alors, je pense que le Covid, certainement, va avoir aussi bouleversé pas mal de choses, parce qu'on se rend compte aussi que le télétravail, même si, on revient quand même là au schéma un petit peu plus traditionnel, le télétravail, ça a été l'apanage de beaucoup de salariés pendant la période Covid, mais on voit qu'il y a aussi un retour là au présentiel. Mais en tout cas, ça interroge quand même des pratiques organisationnelles archaïques qui sont basées vraiment sur le présentéisme, par exemple. Et on sait que le présentéisme est un frein à la paternité, parce que c'est une norme organisationnelle qui est très... On fait 10 heures jusqu'à 20 heures. Exactement, pour montrer son engagement. C'est aussi ça la vérité de nombreuses entreprises, c'est-à-dire que vous ne faites pas des heures parce que vous le voulez, c'est aussi une démonstration que vous êtes engagé dans votre travail. Donc c'est ça aussi qu'il faut faire évoluer. Mais justement, Sabrina, la société est prête, la société dans son ensemble, et les entreprises en particulier. On évolue, on avance, c'est lent, on est prêt, ça y est, le monde s'ouvre sur ce sujet ou pas? Alors, le monde s'ouvre parce qu'on en parle. On commence à en parler. On démythifie le sujet, on le démystifie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a encore 15 ans, on ne parlait pas du tout de la paternité et encore moins de comment favoriser l'exercice de la paternité dans les entreprises. C'est un métier de papa, Oui, tout à fait. C'est un métier de papa. Oui, tout à fait. Et il faut du temps. Pour l'exercer. Et de l'investissement, puisque c'est un peu le sujet de vos recherches. Il faut s'investir pour apprendre à être père. Exactement. Et quand on travaille trop, on ne peut pas exercer ce métier. Alors, c'est vrai qu'on voit que la société évolue, parce que c'est vrai que les pères, aujourd'hui,
adhèrent à ces valeurs, je dirais, de paternité investie et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ça, on voit dans toutes les enquêtes qu'il y a vraiment une démonstration que les hommes, dans leur grande majorité, adhèrent à ces valeurs. Par contre, comment les concrétiser sur le terrain, ça, c'est une autre histoire. On voit, et c'est ce que montrent aussi de nombreuses recherches, principalement américaines sur ces sujets. Il y a quelques recherches en France, mais elle est encore embryonnaire, la recherche sur ces questions. Mais on voit quand même qu'il y a un décalage parfois entre les valeurs auxquelles adhèrent les hommes et la mise en pratique réelle dans leur travail. Les freins, c'est quoi? C'est le regard de l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que intuitivement ou affectivement ils sont impliqués mais qu'ils n'arrivent pas à passer le pas? Alors nous, on a mené une recherche avec quelques collègues justement espagnols et européens sur ces sujets-là. Et en fait, on a identifié 3 types de barrières. Il y a d'abord les barrières culturelles, sociétales, c'est-à-dire voilà, il y a des pays effectivement qui sont très en avance sur ces sujets, comme les pays nordiques, oui. Où là, effectivement, c'est banal. Ouais. Un papa qui prend un congé, non seulement paternité, mais aussi parental de pratiquement 1 an, c'est tout à fait banal et courant. Ça l'est moins en France, ça l'est moins dans les pays du sud de l'Europe. Donc voilà, ouais. Il y a ces barrières un petit peu générales et je dirais culturelles. Ensuite, il y a des barrières dans l'entreprise. Et ça, c'est vrai que les entreprises, on a identifié les barrières, donc elles peuvent faire évoluer certaines pratiques. La question, par exemple, de la rémunération du congé paternité, le fait de ne pas perdre, entre guillemets, de l'argent lorsqu'on prend un congé parental. Réformé, faut-il le rappeler, qui sera plus long, qui est plus long d'ailleurs. Oui, 1 mois. 1 mois. 1 mois, mais bon, il y a des pays où c'est beaucoup plus. En Espagne, c'est 2 mois, par exemple. Donc, c'est une avancée, mais on doit continuer. Tout le monde ne le prend pas. Il faut préciser que les hommes y ont droit, mais on voit dans les entreprises, dans la réalité des chiffres, que certains disent je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, donc ils ne prennent pas. Oui, il y a des pressions aussi des employeurs, c'est-à-dire il y a aussi des congés paternité qui sont pris par certains hommes et on les laisse pas tranquilles, par exemple, durant leur congé paternité. Non. Donc il y a aussi cette pression forte sur voilà, ce que doit être un salarié idéal. Un homme. Et voilà, principalement un homme. Justement, je voudrais faire cette question avant qu'on se quitte. Elle me semble importante. On parle beaucoup des familles monoparentales. Et c'est vrai que dans l'inconscient, on pense à des femmes seules. Mais on ne le dit pas ou très peu. Il y a aussi des familles monoparentales qui sont des papas seuls, qui élèvent leurs enfants et qui sont finalement dans les mêmes difficultés qu'une femme seule. Oui, élevant ses enfants, c'est-à-dire récupération des enfants, payer la nounou et essayer parfois de tirer un peu le diable par la queue. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a les mêmes configurations. Mais de toute façon, les pères... alors, c'est une minorité. Je crois qu'on est autour de 15% les papas qui sont à la tête de familles monoparentales en France. Mais c'est un vrai sujet. Et en plus, c'est amené certainement à augmenter, cette proportion, parce qu'on ne va pas rester sur ces chiffres. Mais évidemment, eux-mêmes aussi se heurtent à certaines difficultés. Bien parce sûr. que quand on est aussi père et qu'on veut être engagé, alors il y a des freins de la part de l'entreprise, mais il y a aussi une stigmatisation dans l'entreprise par rapport à ces profils-là. On voit par exemple, nous, dans les études, que lorsqu'un père demande des aménagements d'horaire, par exemple, l'entreprise va plutôt être bienveillante par rapport aux femmes, mais elle va stigmatiser l'homme de telle façon que finalement, si vous prenez un congé parental ou un aménagement d'horaire, vous allez être considéré comme quelqu'un de moins investi. Et pire, les études sociologiques montrent que vous perdez aussi en virilité, en masculinité, parce que voilà, un homme avant tout doit être... Les clichés sont quand même encore solidement assez, ancrés quand même. Tout à fait. En fait, vous dites qu'il n'y a pas d'égalité quand vous décrivez cette situation où l'entreprise favorise plus les femmes parce qu'on se dit que c'est la femme qui a besoin d'aide. Il y a une forme d'inégalité cette fois-ci entre un homme et une femme, favorisée par une situation, je dirais, d'actualité sociologique, je ne sais pas comment dire. Tout à fait, mais l'égalité, elle va passer par le questionnement à la fois de la femme comme responsable de la sphère familiale et de l'homme justement comme le modèle, ce qu'on appelle le breadwinner modèle, le modèle de l'homme pourvoyeur de revenu principal de la famille. Oui. L'égalité, elle va passer par le questionnement de ce modèle aussi. Il faut quoi avant de nous séparer? Vous enseignez, vous
vous cherchez sur ces sujets, vous travaillez sur le plan européen, vous l'avez évoqué. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit refaire des lois. On sait que le pouvoir législatif a quand même une incidence forte, notamment sur les congés paternité. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer le sujet? Parce qu'on voit bien que ça passe souvent sur ces sujets-là par la loi. Alors la loi, elle est essentielle pour, je dirais, insuffler une tendance, avoir aussi un cadre juridique qui permet justement d'implémenter des nouvelles actions. De pousser, quoi. Exactement, elle est nécessaire. Par contre, après, voilà, c'est comment les gens s'approprient cette loi et comment on la fait appliquer aussi dans l'entreprise. Et l'entreprise, à son niveau, a des choses aussi à questionner, à mettre en œuvre pour justement ne pas voir l'homme uniquement comme un salarié, mais aussi un père. Un père, un être humain dans sa globalité. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Parce que l'argument que vous avez en contrepoint, c'est de dire, mais attendez, on ne peut pas libérer, je pense notamment des PME, je ne parle pas des grands groupes qui sont souvent assez en avance sur ces questions-là, mais des entreprises moyennes qui disent, moi j'ai besoin de ce salarié, ça ne m'apporte rien. Alors si, ça apporte, on a justement des études nord-américaines qui nous montrent que voilà, des papas que l'on considère dans l'exercice de leur paternité, ça va avoir des effets en termes de satisfaction au travail, en termes de bien-être. D'engagement, j'imagine. En termes d'engagement dans l'entreprise et de sentiment d'appartenance aussi à l'entreprise. Parce qu'on s'occupe de lui. Exactement. Et puis voilà, ce qu'on appelle l'intention de quitter le travail, eh ben, elle va être complètement absente lorsqu'on s'occupe justement de ces sujets. Merci Sabrina Tancrel de nous avoir éveillés sur ce sujet, parce que je pense que c'est par la pédagogie et par la présence sur des plateaux de télévision qu'on va peut-être éveiller les consciences, faire avancer les choses, grâce à vous, grâce à tous ceux qui cherchent et qui travaillent sur ce sujet. Merci d'être venue nous rendre visite, enseignante-chercheuse, je le rappelle, en ressources humaines et développement personnel à l'EM Normandie. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Tout de suite, eh bien, c'est notre rubrique Un jeune, une solution, notre nouvelle rubrique en partenariat avec justement Un jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise vient nous parler, nous présenter ses actions en faveur de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, c'est Village Nature, on les accueille.